Bonjour, vous êtes sur votre émission Écosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous parlons de la physique nucléaire dans le développement du pays avec le docteur Louemba Mwanza, Silver Yannick, maître assistant CAMES. Assisté également une chroniqueuse, mademoiselle Bumbo Lorraine, deuxième dauphine Miss Tourisme 2024. La physique nucléaire est un domaine très vaste que nous abordons et très peu méconnu dans notre pays. Et justement, l'occasion nous est donnée pour en discuter avec cet enseignant-chercheur de l'Université des sciences techniques de Massoukou. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes sur l'émission Écosciences. Nous en parlons de la physique nucléaire. Et j'espère qu'on sera très édifié sur la qualité des échanges que nous aurons. Je l'espère aussi. Et mademoiselle Lorraine, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes là pour la chronique Clin d'œil Science. Vous allez nous parler des OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, j'espère que nous serons également édifiés sur ces aspects-là. Oui. D'accord. Alors, vous avez obtenu votre licence docteur et votre master à l'Université des sciences techniques de Massoukou et vous avez achevé votre parcours avec un doctorat en France. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus uniquement sur votre formation? Alors, peut-être un rectificatif. Non, je n'ai pas achevé mon doctorat en France. D'accord. Alors, je fais une thèse en physique nucléaire en co-tutelle entre l'Université des sciences techniques de Massoukou et l'Université de Yaoundé 1. D'accord. Maintenant, en fait, j'ai donc bénéficié de plusieurs financements, donc de l'AEA. L'AEA, c'est l'Agence internationale d'énergie atomique. C'est l'agence internationale qui régule le nucléaire dans le monde, qui donc m'a amené à partir à travers le monde dans plusieurs laboratoires. Alors, vous avez assisté à plusieurs conférences. Peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder la qualité des travaux et la qualité de la formation qui a été donnée dans ces différentes conférences. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de travail à faire dans ce domaine, dans notre pays. Et déjà, à l'entame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant dans ce domaine? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la tribune que vous nous offrez. Il faut dire que l'émission, lorsque vous m'avez parlé du projet, j'ai tout de suite été preneur. Parce que, enfin, on discute de ce qui s'est fait dans nos murs, c'est-à-dire dans les murs des universités gabonaises. Et on essaie de rendre accessible, sinon de démystifier ce que nous faisons. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce que c'est que la physique nucléaire, parce que beaucoup de gens ont des appréhensions parfois un peu erronées. Alors, c'est quoi la physique nucléaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ou la matière, dans sa constitution, nous sommes tous composés et faits d'atomes. D'accord? En effet. Alors, l'atome, on va dire que c'est la plus petite entité, d'accord, qui compose notre corps. C'est un peu comme des briques, ou du moins des parpaings, pour construire un édifice, une maison ou un bâtiment. Alors, seulement qu'au sein de l'atome qui est donc une particule, au sein de l'atome, il y a donc ce qu'on appelle un noyau atomique, autour duquel gravitent les électrons. Et donc, la physique nucléaire, c'est en fait la physique qui s'intéresse, n'est-ce pas, au noyau atomique. C'est-à-dire que nous ne regardons pas l'atome, nous ne regardons pas la matière. Ce qui nous intéresse sont les phénomènes dans le noyau. Et donc, dans ce noyau, il y a plusieurs types d'éléments, plusieurs phénomènes. Et donc, le noyau étant composé aussi, donc, on va dire, des protons, des neutrons. Ce sont des petites particules à l'intérieur donc de notre noyau qui ont sont des entités qui ont des énergies. Et pourquoi nous regardons le noyau? C'est parce que dans les études révélées par les chercheurs, nous avons constaté que les plus grandes énergies se retrouvent dans le noyau. Donc, nous sommes à la quête, en fait, de l'énergie. Nous sommes à la quête de la compréhension du plus petit. Et c'est en comprenant, n'est-ce pas, l'infiniment petit, que nous essayons, effectivement, de comprendre aussi les phénomènes dans le noyau. D'accord. Maintenant, pour revenir donc sur le plan concret, alors, donc c'est d'abord, il fallait d'abord que je reprécise en fait, la définition de la physique nucléaire. Et après, il faut dire qu'à côté de ça,
Ces phénomènes, les phénomènes observés dans le noyau, donnent lieu à plusieurs applications qui sont méconnues du public. Donc c'est ici pour moi l'occasion de parler de ces applications. Effectivement, comme vous le dites, plusieurs domaines d'application de la physique nucléaire, notamment le domaine médical, le domaine environnemental, donc avec le domaine de l'industrie également, que nous aurons l'occasion d'aborder. Alors, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant également, quelle est la motivation que vous pouvez donner à tous ces étudiants qui aimeraient poursuivre les études dans le domaine de la physique nucléaire? Est-ce que vous pensez que c'est un domaine en plein essor dans notre pays? Alors en plein essor dans notre pays, je dirais peut-être pas, parce que ce sont des sciences qui ont été mystifiées, d'accord? Et aujourd'hui, c'est très peu connu du public. D'où l'objet d'en parler. D'où l'objet, effectivement, d'en parler aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même quelques étudiants qui s'y intéressent. Et il faut dire que de plus en plus, des choses sont faites. Il y a donc des étudiants en thèse qui décident donc de se lancer dans le domaine. Parce qu'ils ont bien compris que c'est un domaine qui a beaucoup d'applications. Et il y a, vous avez cité tout à l'heure la santé, vous avez cité l'environnement et l'industrie, on va en revenir peut-être. Mais quand on parle de physique nucléaire, il ne s'agit pas seulement de bombes atomiques. Vraiment, il faut enlever ça dans le commun des mortels. Ou à défaut, quand on parle de physique nucléaire, il ne suffit pas seulement d'énergie et de centrales nucléaires, donc d'énergie en termes d'électricité. Mais c'est toute une science qui englobe beaucoup d'aspects, beaucoup d'éléments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple pour l'Université des sciences et technologies Masuku, beaucoup d'étudiants sont intéressés depuis que cette discipline, on va dire, cette spécialité est présentée aux étudiants. Beaucoup d'étudiants s'y intéressent. D'ailleurs, pour ne compter que pour, on va dire aujourd'hui, nous en avons déjà formé, on va dire quoi, plus de 8 étudiants dans le domaine de la physique nucléaire sortis avec un master, sachant bien que la moyenne c'est pas peu pour un pays comme le Gabon. C'est pas peu, c'est-à-dire la moyenne, on va dire en 3 ou 4 ans, des masters en physique, elle tourne peut-être autour de 20. Ça veut dire que si une spécialité arrive déjà à rafler 8 étudiants, ça veut dire que les étudiants sont de plus en plus intéressés. De toutes les façons, c'est prometteur. Et donc, si on revenait sur les domaines d'application et se spécifier dans le domaine médical, par exemple. Alors, j'ai vu quelque part où vous avez travaillé sur le cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que réellement, comme vous le dites, la physique nucléaire est un domaine qui est appliqué au quotidien et les populations doivent comprendre effectivement que c'est un domaine qui touche concrètement les populations, leur mode de vie, leur vie, etc. Dans le domaine médical, vous avez travaillé sur le cancer de la prostate. Qu'en est-il? Quelle est la part de la physique nucléaire là-dedans? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour revenir aux applications dans le domaine médical, donc de la santé, il faut dire que lorsque nous étudions les phénomènes en physique nucléaire, il y a un phénomène qui est récurrent, qui revient souvent, c'est le phénomène de la radioactivité. D'accord? C'est un phénomène spontané par lequel un noyau atomique va se désintégrer en émettant des rayonnements. Okay. Et maintenant, ces rayonnements, ils proviennent d'où? Ces rayonnements proviennent du noyau. Et ce sont ces rayonnements qui nous intéressent. Alors, c'est avec ces rayonnements, n'est-ce pas, que nous avons toutes les applications dans le domaine du médical, notamment dans l'imagerie, tout comme dans le traitement. Tout à l'heure, vous avez parlé du cancer de la prostate. Effectivement, ce sont des études qui sont en train d'être menées, d'accord, avec un thésard, un collaborateur qui est en thèse, M. Malika. Et donc, nous regardons un peu les différents collatéraux des patients qui ont été traités de la prostate grâce au rayonnement ionisant. D'accord? C'est-à-dire que les différents rayonnements émis par les particules sont donc appelés des rayonnements ionisants, qui vont ioniser la matière. Et donc, en physique nucléaire, on arrive à travailler ça, c'est-à-dire technologiquement, à les faire ressortir de telle sorte que ils ne vont pas seulement nuire, n'est-ce pas, à la matière biologique, mais ils peuvent
tuer les cellules cancéreuses. La tumeur. Et ça, la tumeur, voilà. Et ça, nous savons le faire sur le plan technologique. D'accord? Donc, ces travaux, c'est simplement le fait que il y a des mécanismes par lesquels, par exemple, si nous prenons la radiothérapie, d'accord? C'est donc l'émission des rayonnements, d'accord? Qui vont émettre d'une source, et puis ces rayonnements vont aller tuer la tumeur. D'accord. Voilà. Et donc, dans le cas de la prostate, c'est donc le cas, c'est-à-dire que nous avons utilisé des rayonnements ionisants pour aller détruire cette tumeur cancéreuse. Seulement que comme la tumeur n'est pas dans un espace isolé, c'est dans un espace où elle est forcément en interaction avec les différents organes, donc il y a probablement des collatéraux, c'est-à-dire que en tuant, n'est-ce pas, les cellules cancéreuses, est-ce qu'il n'y a pas une dose qui pourrait déborder, voilà, effectivement. Et donc, nous regardons aussi donc, tous ces éléments. C'était stratégique ou c'était quelque chose de bien particulier d'avoir porté spécifiquement l'intérêt au cancer de la prostate en dehors des autres cancers, ou bien l'application pourrait se faire dans la plupart des cancers? Oui, en réalité, on traite de quasiment tous les cancers avec les rayonnements ionisants, on parle plusieurs techniques. Seulement que nous, on va dire quoi, pour travailler sur une thématique, il faut avoir du personnel, il faut avoir de la ressource humaine. Et là, je suis donc avec M. Manika. Déjà, il était dans le domaine, travaillait dans ça. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour nous d'avoir des données et de travailler là-dedans. Vous comprenez, en fait? Parce que c'est pas toujours assez aisé. Parce qu'à part lui, il y en a plusieurs avec qui nous travaillons sur beaucoup d'autres thématiques. On disait tout à l'heure environnement santé. Là, nous sommes dans le domaine de la santé. Bien, on va aborder le plan de l'environnement. Vous avez parlé de la radioactivité. La radioactivité, pour les personnes qui savent, elle existe, bien au Gabon, et bien évidemment, il y a des sites qui ont été identifiés comme étant, entre guillemets, dangereux dans le cadre du rayonnement ionisant dont vous parliez, donc la radioactivité. On faisait allusion à l'époque du site de Mounana, voilà, qui était une ancienne zone d'exploitation d'uranium. Vous, en tant que physicien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Déjà, est-ce que cette zone est sécurisée? Est-ce que cette zone est habitable? Est-ce que vous pouvez nous dire plus là-dedans? Quel est l'impact? D'accord. Bon, alors, je tiens d'abord à préciser quelque chose, c'est que la radioactivité est un phénomène naturel. Tout à fait. D'accord? Ça n'a pas été inventé par l'homme. Et en nous avons de la radioactivité. Bien sûr. Nous vivons avec la radioactivité. C'est-à-dire que même où nous sommes, il y a des émissions de rayonnement, d'accord? Et ces rayonnements émanent donc probablement des phénomènes radioactifs, d'accord? Seulement que la radioactivité a un seuil de tolérance. C'est-à-dire que dépasser un seuil, elle peut devenir dangereuse. Et donc, elle peut aller détruire l'organisme humain. Et pour revenir donc à Mounana, alors c'est vrai qu'à Mounana, il y a même une actualité qui défraie la chronique en ce moment sur les réacteurs de Clos. C'est un site, d'accord, c'est un site qui a donc connu une exploitation minière d'uranium. Alors, qui dit uranium dit automatiquement radioactivité, parce que l'uranium est un élément radioactif, notamment l'uranium 238, l'uranium 235 et le 234. Parce que de façon naturelle, ce sont les trois qu'on en retrouve avec des proportions bien différentes. Les isotopes. Très bien. Ce sont les isotopes qu'on y retrouve, c'est-à-dire que nous avons l'uranium 238 qui est à plus de 99%. Nous avons l'uranium 235 qui est à 0,72%. Et l'uranium 234 qui se partage le reste. Donc, vous comprenez que voici comment c'est constitué, mais ce sont des éléments, tous sont radioactifs. Ça veut dire qu'ils se décomposent. Ils se désintègrent, voilà, c'est ça le mot. Alors, s'ils se désintègrent, s'ils se désexcitent, ça veut dire qu'ils émettent des rayonnements. Tout à fait. Alors, maintenant, est-ce que ces rayonnements sont dangereux? À quel niveau c'est dangereux? D'où effectivement le but des études que nous menons. D'accord? Donc, sur le site de Mounana, effectivement, nous avons mené des études qui a donc porté des fruits sur des communications, qui a débouché sur des communications scientifiques de haute facture, il faut le dire, que nous avons donc fait des publications dans des journaux très calibrés et indexés.
où effectivement nous avons constaté qu'il y a un niveau de radioactivité élevé. D'accord? Alors, qui dit niveau de radioactivité élevé, nous avons essayé de faire le rapprochement avec le risque cancer. D'accord? Donc, dans nos différentes recherches, effectivement, il y a un risque élevé d'exposition au cancer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les travaux que nous menons s'inscrivent dans ce qu'on appelle des travaux dites de première masse, c'est-à-dire que ce sont des travaux initiaux. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la littérature, il est très difficile de trouver des données. D'accord, il est très difficile. Et donc, on va dire que ce sont les premières données, sinon des premiers travaux qui offrent la possibilité à tout Gabonais de savoir ce qui se passe en Moulana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une idée, il vous suffit d'aller sur Google et vous tapez simplement radioactivité à Moulana. Vous allez avoir des informations scientifiques. Qui émanent de vos recherches. Oui, qui émanent de nos recherches. Alors, ce ne sont pas mes recherches, ce sont des recherches, c'est un groupe, je travaille pas seul, voilà, et mes collaborateurs. Il faut dire que nous sommes, alors au Gabon, nous sommes un groupe, d'accord, c'est quand même bien de le dire. Donc, je suis appuyé par le professeur Thierry Blanchard-Ekogo et le professeur Alain Bresson-Dissy. Je peux d'ailleurs dire que c'est donc mon co-directeur de thèse, Alain Bresson-Dissy. Donc, je suis appuyé par ces deux professeurs. Et ce qu'il faut dire, c'est que à côté d'eux, nous avons aussi une équipe un peu plus bas. Donc, on va en venir avec les doctorants. Bien sûr. Voilà. Donc, justement, pour rester dans les domaines, il y a également l'industrie. L'industrie, oui. On parle des entreprises agroalimentaires, pétrolières, etc. On peut parler de la radioactivité, on peut parler de la physique nucléaire dans ces différentes structures. Bien évidemment. Alors, bien évidemment. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous vivons la radioactivité au quotidien. On va à l'hôpital, il y a de la radioactivité. On est à la maison, il y a de la radioactivité. Et on va même en industrie, et il y a de la radioactivité parce que, en fait, les sources de calibrage que nous utilisons en industrie, ce sont des sources radioactives, ce sont des sources d'iridium, de cobalt, de césium que nous utilisons. Lorsque vous allez par exemple dans l'industrie pétrolière, vous utilisez des sources radioactives. Lorsque vous faites la gammagraphie, donc la soudure au niveau des pipelines, on les fait grâce à quoi? Grâce aux sources radioactives. Donc vous comprenez où les différents contrôles, c'est-à-dire lorsqu'on veut savoir si jamais un pipeline n'est pas percé ou si jamais il n'y a pas de fuite. C'est grâce à quoi? C'est grâce, n'est-ce pas, aux techniques de physique nucléaire. C'est grâce à la gammagraphie. Donc, qu'on appelle encore la radiologie industrielle. Radiologie industrielle. Donc, vous comprenez qu'il y a toute une bagatelle d'applications, même dans le domaine des BTP. Même dans le domaine des BTP, bien sûr. Alors, c'est donc inutile aujourd'hui de laisser croire que faire de la physique nucléaire, comme dans le temps, c'était les stéréotypes, renvoyé au chômage, puisque apparemment les gens ne voyaient pas grand chose, c'était beaucoup d'études pour rien. Et bien, on est clairement édifié que vraiment les applications sont tous azimuts. Alors, c'est bien d'en parler. Parlons un peu de la radioprotection. Alors, puisqu'on disait qu'il y a un seuil, on parlait de seuil, et bien, puisqu'il y a un seuil, et lorsque le seuil est dépassé, ça nous renvoie à la radioprotection. Alors, parlons-en. Alors, la radioprotection, c'est donc en fait, de façon simple, c'est cette science qui étudie ou qui nous permet de protéger l'homme et l'environnement, n'est-ce pas, des rayonnements, donc des sources radioactives. C'est ça la radioprotection. Et aujourd'hui, nous parlons de 3 types de radioprotection. D'ailleurs, ça fera même l'objet de l'ouverture d'une licence, probablement à la faculté des sciences de sciences qui vient d'ouvrir à l'UOB. Nous sommes en projet là-dessus d'ouverture de licence dans ce domaine, c'est-à-dire dans les rayonnements et la radioprotection. Parce qu'il y a la radioprotection santé, il y a la radioprotection environnement, il y a la radioprotection industrie. C'est-à-dire que c'est un ensemble de normes, d'accord, nationales et internationales, où
c'est un ensemble de barrières que nous utilisons pour être en phase, on va dire, avec la radioactivité. Parce qu'une fois nous avons dépassé certains seuils de niveau de radioactivité, automatiquement, nous ne sommes pas exempts, n'est-ce pas, de pouvoir contracter un cancer dans 5 ou dans 6 ans. Parce que pourquoi nous faisons ce genre d'études aussi? Il faut quand même dire que on est parti d'un constat. C'est que depuis plus d'une décennie, il y a une montée significative des cancers. Seulement que nous nous posons à chaque fois la question de savoir mais à quoi c'est dû. D'accord? Donc nous essayons d'apporter notre modeste pierre à l'édifice pour savoir est-ce que, par exemple, l'eau que je vais consommer, est-ce qu'elle est radiologiquement correcte? Vous comprenez? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Parce que même dans de l'eau, il y a de la radioactivité. Dans les aliments que nous consommons, il y a de la radioactivité. Dans tout ce que nous faisons, dans l'air que nous respirons, il y a de la radioactivité. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des travaux que nous avons menés qui est sorti, des travaux qui viennent d'être publiés récemment dans un journal américain et un autre dans un journal anglais, c'est-à-dire un sur les eaux et un sur la qualité de l'air. Vous allez constater qu'effectivement, la radioactivité est partout. La radioactivité est partout, ce qui nous amène à la prochaine partie de l'émission, à nous retrouver tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Écosciences, votre radio de vulgarisation scientifique. Vous êtes sur Écosciences, la deuxième partie de l'émission, c'est la partie de la rubrique clin d'œil de l'émission. Nous allons parler des OGM, organismes génétiquement modifiés, avec mademoiselle Bumbo Lorraine, qui est en même temps deuxième dauphine Miss Tourisme 2024. Mademoiselle Lorraine, vous allez nous parler des OGM. Bien sûr. Les OGM sont un terme que nous avons l'habitude d'entendre, mais que très peu parviennent à définir. Il faut dire que les organismes génétiquement modifiés font partie intégrante de notre vie car elles sont utilisées par des millions de personnes chaque jour dans les domaines médicaux, industriels et agroalimentaires. Alors, comment fonctionnent les organismes génétiquement modifiés? Il faut dire que s'il existe une multitude d'OGM, on peut dire que leurs processus de formation sont les mêmes, peu importe le domaine. L'objectif commence par deux cellules. Une cellule qui porte un gène d'intérêt. Alors, c'est quoi un gène d'intérêt? Tout d'abord, le gène est la partie de l'ADN qui porte une information génétique. Ça peut être la couleur des cheveux, de la peau. Et le gène d'intérêt, c'est le gène que l'on aimerait voir se manifester à travers la nouvelle molécule. Ensuite, il y a la deuxième cellule qui est la cellule hôte. Ça peut être une cellule de bactéries ou bien de levure en fait. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement des OGM, nous allons le voir à travers certains domaines. Par exemple, le domaine médical. Il y a l'insuline qui est un OGM. Alors, l'insuline est une hormone naturellement produite par le foie, c'est-à-dire les cellules de l'ingérant. Sauf que certaines personnes ont un déficit dans ce sens. Alors, pour pallier à ce problème, les laboratoires fabriquent l'insuline de manière synthétique. Comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, on isole une cellule de l'ingérant en laboratoire. À l'intérieur, on isole encore le gène qui code la fabrication de l'insuline. Ensuite, on prend ce gène que l'on va insérer dans une deuxième cellule, qui est la cellule de bactéries, E. coli. Et une fois la nouvelle molécule obtenue, à travers certains mécanismes, on peut la multiplier rapidement et puis fabriquer l'insuline de manière industrielle. Nous avons ces OGM dans le domaine industriel à travers le coton. Le coton est une substance qui est utilisée dans presque tout, en tout cas les vêtements, dans le domaine textile alors. Sauf que les plantations de coton sont très souvent ravagées par des larves en fait. Tout d'abord, je dirais que le coton a un insecte qui n'est pas favorable à sa production. Or, cet insecte-là lui-même a aussi comme un autre insecte ennemi. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre le gène de l'insecte ennemi, si vous me suivez toujours, de prendre la partie qui code la toxine qui s'oppose au gène qui détruit le coton. Donc, une fois on a obtenu ce gène, on peut l'insérer dans la cellule d'une bactérie. Une fois multiplié,
En laboratoire, on peut l'insérer dans le coton. Le coton qui va être gardé, c'est-à-dire la plante qui va être maintenue dans une serre en attendant qu'elle développe les racines et qu'une fois plantée, elle arrive à naturellement se défendre contre la larve qui la ronge. Ensuite, il y a aussi le domaine agroalimentaire et le meilleur exemple, c'est le riz. Le riz est un aliment que l'on consomme chaque jour. Or, la riziculture n'est pas forcément évidente parce qu'elle a une larve, c'est-à-dire la larve de pyrale, qui s'en prend à ses racines. Alors, afin de pallier à ce problème, il est nécessaire de comprendre que la larve pyrale, qui n'est pas favorable à la riziculture, a elle-même une autre larve, c'est-à-dire la larve BT, qui n'est pas favorable en fait à sa vie en fait. Du coup, on isole la larve BT. Une fois la larve BT est isolée, on retire le gène qui code la toxine qui s'en prend à la larve pyrale. Qu'est-ce que l'on fait? On prend ce gène que l'on va introduire dans une cellule de bactérie. C'est généralement une bactérie que l'on utilise. Ensuite, une fois qu'on a la nouvelle molécule, on va la multiplier en laboratoire. Ensuite, on va l'insérer dans la semence de riz. Et une fois les racines sorties, on va pouvoir les planter dans la nature. Et ainsi, le riz va pouvoir se défendre lui-même contre la larve de pyrale. Alors, c'est quoi l'intérêt des OGM? L'intérêt, il est évident. Il permet d'abord d'améliorer les rendements. Parce qu'une fois des plantes immunisées contre certaines bactéries, elles arrivent à avoir un rendement favorable. Et qui dit meilleur rendement, dit rentabilité. Il y a aussi une promptitude quant à la prise en charge des malades par rapport à ceux qui sont diabétiques et qui n'arrivent pas à naturellement synthétiser en bonne quantité l'insuline. Et il serait aussi de bonne foi d'aborder les risques liés aux OGM. Alors, des études scientifiques menées par l'IS3A, qui est l'institution en référence aux biotechnologies liées aux OGM, affirment qu'il n'y a exactement aucune conséquence sur les humains, ni sur l'environnement de manière naturelle. Et les seules oppositions que l'on peut voir dans certains pays, avec certains scientifiques et certains grands groupes tels que l'Union européenne, sont des attitudes réfractaires liées au principe de précaution. C'est-à-dire que les gens l'utilisent juste comme une manière de se projeter, mais pas de manière factuelle. Merci encore. Ça veut donc dire que les OGM sont partout, c'est ça? Oui, on utilise un peu comme la physique nucléaire dans plusieurs domaines, notamment le domaine médical, le domaine agroalimentaire, etc. Et au Gabon, est-ce que nous avons des produits, par exemple, qu'on utilise au quotidien en dehors de l'insuline, par exemple, qu'on utilise dans les hôpitaux à des fins industrielles, puisque en réalité, si on est diabétique, c'est qu'on n'arrive plus à produire soi-même de l'insuline, et donc on va pouvoir se donner des mesures de s'en procurer. Et là, c'est grâce à l'OGM, grâce à la transgène, qui permet justement ce processus-là. Mais dans le domaine agroalimentaire, lorsqu'on va dans les marchés, etc., est-ce qu'on est sûr de consommer des OGM, par exemple? Oui, le riz. Je pense que c'est l'OGM le plus consommé vraiment, dans le monde. Vous l'avez dit, donc tout ce qui est riz aujourd'hui sur le marché gabonais est OGM? Oui, bien sûr. Et on consomme aussi des OGM de manière indirecte. On sait qu'une bonne partie de la volaille consommée au Gabon, qui sont d'ailleurs vendues dans nos supermarchés, vient du Brésil. Or, la quasi-totalité de la volaille du Brésil est nourrie à travers le colza OGM, qui fonctionne de la même manière que du coton, par exemple. D'accord. Ça veut donc dire que quand on parle d'organismes génétiquement modifiés, il n'y a plus vraiment à s'inquiéter parce que ce n'est juste que des travaux qui sont menés pour rendre plus performant, pour rendre plus agréable la vie de tout le monde, c'est-à-dire rendre plus accessible la consommation et aussi développer nos économies dans les pays africains et où on utilise partout les OGM. Alors, on revient sur la physique nucléaire, sur sa deuxième partie. Docteur, nous sommes à nouveau à vous. Vous avez des travaux de recherche que vous avez fait un peu partout. Vous avez des laboratoires. Est-ce que vous avez assez de laboratoires pour pouvoir atteindre vos objectifs, du moins à court terme, actuellement, de manière concrète et très brève? Alors, si vous me permettez un instant, j'aimerais vraiment revenir sur la thématique des OGM, juste pour dire que, alors, ce qu'elle a développé est très intéressant et très vrai. En fait, on a des OGM partout. Les pommes que nous consommons ici, d'accord, comment elles arrivent ici? C'est parce qu'on arrive à les conserver. Et comment on les conserve? Dans les techniques de conservation, d'accord, il y a ce qu'on appelle des irradiateurs.
c'est-à-dire c'est des grosses sources de cobalt qui vont, n'est-ce pas, émettre des rayonnements, qui vont donc aller transformer, n'est-ce pas, les éléments des pommes, des fruits, des ananas, des éléments biologiques, voilà. qui donc en réalité vont devenir des OGM, automatiquement adaptés. Avec ça touche directement. Donc vous comprenez que ça touche directement l'ADN et c'est du domaine du nucléaire. C'est du domaine du nucléaire. Vous comprenez que on pourrait donc faire cette symbiose-là. Justement, voilà pourquoi vraiment j'étais très intéressé par ce qu'elle a développé tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, il y a le riz, mais toutes les pompes que vous prenez, qui viennent de France, qui viennent du Maroc. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles qui viennent du Maroc, j'y ai travaillé au niveau de l'irradiateur de Tanger, effectivement, où nous irradions de façon permanente des pommes qui avaient pour destination l'Afrique subsaharienne. D'accord. Donc voilà. Alors, maintenant pour ce qui est donc des labos, alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un travail de longue haleine. D'accord. On va dire la ressource humaine n'est pas toujours effective. D'accord. Pour le moment, nous sommes très peu. Alors, on va dire que pour le moment, c'est moi qui parle de la physique nucléaire parce que je suis spécialiste de la physique nucléaire, oui. Mais il y a aujourd'hui, on a mis des plans de formation, d'accord. On a des masters et nous avons des doctorants qui sont inscrits en programme de doctorat de physique nucléaire. Par exemple, là, nous avons une étudiante qui est en ce moment en France, à Strasbourg, dans des laboratoires avec lesquels je collabore, qui a donc bénéficié d'une bourse Schlumberger. Il faut d'ailleurs dire que c'est la première au Gabon et en Afrique à avoir bénéficié de cette bourse. À féliciter d'ailleurs. Et là, présentement, il y a de cela un an, je sors donc d'un financement appelé MOCBA. C'est un financement de l'Union européenne qui a donc financé mes travaux de recherche sur un an. C'était, on va dire, c'était un financement où nous étions 2 Africains. Le reste, c'était les Européens et puis les Américains et les Chinois. Donc, pour dire que vraiment, il y a des travaux qui sont faits. Et actuellement, il y a un laboratoire que nous avons mis en place. Donc, grâce au concours du ministère des Eaux et Forêts, d'accord, et au concours de notre tutelle, nous avons pu mettre en place un laboratoire de radioanalyse au niveau de l'USTM, qui va donc, le matériel est prêt. Présentement, nous attendons on va dire, les experts venus de l'Agence internationale d'énergie atomique pour l'expertise de la salle et du matériel. Ce sera probablement en février. Et après, le laboratoire est prêt à utiliser. Très bien. Nous sommes vraiment de plein pied dans les perspectives aujourd'hui en termes de collaboration, en termes de laboratoire. Et si on parlait de votre collaboration avec l'université internationale et l'USTM, par exemple, quelle pourrait être la nature de la collaboration de ces 2 universités qui sont en train de valoriser la science aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'en me présentant, j'ai peut-être omis de dire que, en dépit d'être enseignant-chercheur au niveau de l'Université des sciences techniques Masuku, effectivement, je collabore aussi avec l'Université Libreville-Nord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une série de partenariats qui va être menée. Il y a un accord cadre qui va être mis en place tout à l'heure entre l'Université Libreville-Nord et l'USTM, donc l'Université des sciences techniques Masuku. Et après, il y aura, n'est-ce pas, des conventions qui seront signées avec les différents établissements de l'USTM, notamment l'école polytechnique et l'INSAB et la faculté des sciences. D'accord. Voilà. l'INSAB, Institut d'agronomie et, voilà, et biotechnologie du Gabon. Donc, ce sont en fait, on essaye de mutualiser les efforts pour que désormais le chercheur gabonais ou l'enseignant du supérieur gabonais ne soit pas focus seulement dans une seule université, mais que la connaissance soit partagée à travers les universités, parce que ce sont des compatriotes, ce sont des jeunes à qui nous voulons donner des formations. Il ne faut pas qu'elles soient uniquement cantonnées que dans une seule université. D'accord. Votre nom de fin? Alors, ce que je peux dire, c'est que la physique nucléaire, loin des mythes, n'est-ce pas, datant, c'est une physique passionnante et intéressante. J'invite donc les jeunes et ceux qui sont en classe de terminale, notamment les scientifiques, à opter pour faire les sciences
Très bien. Venir à l'université parce qu'aujourd'hui, le pays se développe grâce aux sciences et à la technologie. Donc, optez pour faire les sciences, venir dans les universités où nous faisons de la science, et puis après, s'inscrire dans les programmes de master et de doctorat. D'accord. Pour faire de la physique nucléaire parce qu'on en a énormément besoin car les applications sont nombreuses. Plus de formation dans le domaine des sciences fondamentales, le domaine de la physique nucléaire. Et vous étiez sur Écosciences, votre émission de vulgarisation et de valorisation scientifique. Envoyez vos thématiques sur le 062 42 26 02 et surtout soyez là pour vulgariser la science. À nous revoir très prochainement. Merci.